On voit bien le chat dans le champ? Moi, c'est pas mal. Et salut YouTube! Comme tu vois, il y a le chat qui est pile ici sur son arbre à chat. Il se tape sa meilleure sieste. Peut-être que si je vous le mets en plus gros, vous le verrez mieux. Pouf! Voyez-moi ça. Est-ce qu'il est pas beau le chat? Bref, de temps en temps, il vient, faire un petit guest sur les vidéos. N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos pour trouver les moments où il y a le chat et commenter avec l'emplacement sur la vidéo. Sinon, on va faire un petit react, c'est le troisième de la journée et je commence à fatiguer. Petit react sur, est-ce qu'il suffisait de traverser la rue au Moyen Âge pour trouver du travail? Vidéo de Nota Bene, voilà, c'est la troisième vidéo de la journée, on est fatigué, on verra ce que ça donne et à côté de ça, on parle d'intrication quantique et de, quand les traders seront capables d'avoir accès instantanément à l'information. De ce que je non, en gros, si tu intrigues 2 particules et en connaissant le spin de l'une, tu sais que le spin de l'autre est de valeur inverse. Par contre, en vérifiant la valeur du premier, ça les désintrigue immédiatement. OK, et tu ne peux pas du coup, set un spin, intriquer la particule et je sais pas. Où est Charlie version stream exactement? Super sujet d'aller aller trouver les chats dans les vidéos. Eh, j'essaye de créer des jeux, des petits jeux dans les trucs. Faut déjà que quelqu'un regarde la vidéo et ça, c'est pas gagné. On va regarder Nota Bene. Petites choses qui ont vite le don de m'agacer et de me mettre en position latérale de sécurité. Oh, un Je chien. crois que je tiens deux bons candidats sur le podium, hein, à savoir le CV et la lettre de motivation. Alors, le CV, bon, ça passe encore, hein. Et puis du côté du recruteur, on Ouais, ça passe encore, mais c'est quand même un peu de la merde. Souvent, les gens qui sont trop juniors vont mentir sur le CV, enfin, réarranger la réalité de leur CV pour essayer d'augmenter leurs compétences. Quand tu commences à avoir trop de compétences et trop d'entreprises dans lesquelles tu as travaillé, il faut commencer à faire du tri, à savoir qu'est-ce que tu mets en avant, qu'est-ce que tu mets pas en avant. C'est l'horreur les CV, hein, je trouve que c'est horrible le curriculum vitae et la lettre de motivation, c'est encore pire, hein. C'est un concours à celui qui suce le mieux l'entreprise là, c'est bon quoi. Et salut Pucky Puck, comment tu vas? Gna gna gna, j'adore votre entreprise, j'ai toujours été passionné de frites, je suis expert dans l'art de plonger les frites dans l'huile et de les sortir, c'est pour ça que je souhaite, travailler chez McDonald's. Jamais compris l'utilité des lettres de motivation. Bah, surtout que maintenant, dans le CV, la méta, c'est dans le CV, il faut mettre un petit encart de motivation dans un coin qui explique pourquoi tu veux faire ce métier ou je sais pas quoi. Mon cul là. Heu, Ensuite dans le mail, parce que tu envoies par mail, il faut faire un texte, d'introduction dans le mail de motivation pour, susciter l'attention du recruteur et à côté de ça, tu crées en plus une lettre de motivation, et c'est bon là, j'en ai un peu ras le cul de sucer des entreprises, privées là qui vont juste, me payer au lance-pierre, pour se faire de la thune sur mon cul. Désolé, j'aime pas le capitalisme. Peut-être pour ça que j'ai pas envie de retourner travailler aussi. comprend la logique. Quand il y a un candidat qui se présente, on peut avoir envie de savoir ce qu'il a comme formation et comme expérience. Mais la lettre de motivation, franchement, si tout le monde pompe sur des modèles qu'on trouve en ligne, c'est pas par hasard, hein. Quand on est étudiant et qu'on demande juste à faire un mi-temps de magasinier au Bonjour, moi vouloir travailler pour pouvoir vivre. Moi besoin argent, toi besoin travailleur. Est-ce que toi donnez-moi argent contre travail? DR qui continue sur l'intrication quantique. Nous avons plusieurs, conversations simultanées. La particule peut être un photon ou autre. Le spin est une caractéristique des particules élémentaires. C'est hyper difficile à fact-checker. J'y ai passé du temps parce que ça t'intriguait, mais t'es pas sûr de toi à 100%.
Capitalisme égale caca. Voilà, je pense que c'est la conclusion de cette discussion. Capitalisme égale caca. Et si le capitalisme peut trouver un moyen d'exploiter le spin des particules pour faire encore plus d'argent, il le fera. Même si pour ça, il faut dépenser des milliards et détruire la planète. Au marché du quartier pendant l'été, l'intérêt profond du truc, ça nous échappe un peu, hein. Il faut pas se sentir obligé de sortir un truc du genre oui, depuis tout petit, j'adore ranger ma Capitalisme. chambre moi-même, je pense pouvoir vous apporter mon enthousiasme et mon goût du travail bien fait. Bref. Du coup, à chaque fois que je vois des gens galérer pour écrire 20 lignes que personne va lire, je me pose un peu la même question, hein. On faisait comment jusqu'au XXe siècle? Bah oui, quand les gens. Bon, allez, après, je sais plus à partir de quelle période les gens ont commencé à être un peu plus éduqués, à savoir lire et écrire. Mais je pense qu'il y a eu un moment où le forgeron du coin ou le paysan du coin qui avait besoin un peu d'extra quand même, en plus de sa famille qui faisait travailler dans les champs, pour aller justement récolter les champs. Il savait pas lire une lettre de motivation, hein, il savait peut-être à peu près lire et à peu près compter pour pas se faire arnaquer au marché quand il vendait ses légumes. Mais lire une lettre de motivation, je pense que c'était pas le premier truc qu'ils savaient faire. Alors les écrire, ils allaient pas faire un BTS forgeron à l'époque. Non, l'époque, après comme sur la première vidéo de la journée, peut-être que là je me fourvoie un peu et j'utilise mes représentations, que j'ai eues jusqu'à enfin que j'ai c'est des représentations que j'ai et que c'est pas la vérité, mais c'était plutôt de l'apprentissage. En tout cas, dans tous les films d'époque, tu l'apprenti du forgeron qui commence à travailler quand il a 5 ans, hein. Le marché de l'emploi, ça ressemblait à quoi avant? Eh ben, sans surprise, ça dépend des pays, des époques et du type de boulot concerné. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a quand même quelques points communs dans la manière dont on s'y prenait pour trouver un taf hier et aujourd'hui. Et si Ah, vous il trouvez traversait ça la rue aussi? inspirant, n'hésitez pas à partager sur LinkedIn. J'en profite pour vous glisser que cet épisode est sponsorisé par le Mercato de l'Emploi. Alors que vous soyez une entreprise en quête de talent, un recruteur, C'est pas pour rien que la majorité des métiers étaient de père en fils. Bah oui, bah, parce qu'ils commençaient comme ça, hein. Ils commençaient à bosser, ce qui a donné des noms de famille et effectivement, il y a beaucoup de noms de famille qui viennent des métiers que faisaient les gens à l'époque. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc que j'ai lu pendant que j'étais à Lille. Truc que je me suis posé une question parce que Lille, ça a été, un peu la capitale de la couture, enfin du tissu. Ils faisaient beaucoup de tissus, de trucs comme ça. Je sais plus où je vois, je vois un truc sur les métiers à tisser, je sais plus quoi, qui sont considérés comme les tout premiers métiers comme littéralement, les toutes premières machines qui fonctionnaient à carte. Truc, ultra intéressant en plus, c'est c'était les premières machines programmables qui fonctionnaient, avant même les ordis, les trucs comme ça. La première machine programmable à carte à trous là, c'était un métier à tisser. Je me rappelle plus du nom du métier à tisser, mais c'était un type de métier à tisser. Une sorte de hiérarchie apprenti, compagnon, maître. OK, ça vient de, Ada Lovelace. D'accord. Et donc la personne qui a inventé ce métier à tisser, son but, c'était de faciliter justement le tissage, notamment, je sais plus quelle partie du métier, mais une partie faite majoritairement par les enfants. Il y avait, les enfants des gens qui tissaient c'était familial souvent, le tissage et les enfants de la famille, je crois qu'ils filaient le fil, un truc comme ça et ça permettait de faire en sorte que, il y ait plus vraiment besoin de filer le fil et ça se faisait tout seul. Donc ils ont inventé ce métier à tisser qui est encore le mec a inventé ce métier à tisser pour, réduire le travail des enfants, le métier à tisser existe encore aujourd'hui. Facilité, surtout pour augmenter les rendements. Bah, en fait, le mec, il a dit qu'il regrettait son invention. Par la suite, il a dit: «Je regrette». Parce que le problème, c'est qu'en facilitant et en augmentant les rendements, ça a réduit le travail, nécessaire, dans les ateliers. Ce qui fait qu'il y a eu des énormes grèves, quand les ateliers ont commencé à s'équiper avec le métier à tisser.
C'est la robotisation. Il y a eu des énormes grèves avec des gens qui ont détruit les métiers à tisser parce que ça remplaçait leur travail. Et pour ce qui est du travail des enfants, étant donné que les enfants n'étaient plus nécessaires dans les familles pour, faire fonctionner le tout, bah, les enfants, ils sont partis travailler à l'usine, où le travail était encore plus dur que le travail qu'ils faisaient dans leur famille, où ils avaient juste à filer un peu de fil, ce genre de truc. Ce qui a rendu le travail des ça a pas arrêté le travail des enfants, ça l'a rendu plus pénible. Heu, Faut que je retrouve, métier à tisser à carte. Heu, Comment il s'appelle ce métier à tisser? Métier à tisser, en 1725, machine programmable qui utilise un ruban perforé qui contrôle machin. Heu, Merde, je retrouve pas le nom. Ah, jacquard, c'est le métier à tisser jacquard. C'est encore utilisé aujourd'hui. Bon, ça a été, modernisé le truc, mais le métier à tisser jacquard est toujours utilisé aujourd'hui et ça a été, l'une des premières grosses grèves de travailleurs, contre, de l'automatisation. Comme quoi déjà à l'époque, les gens ils aimaient pas trop se faire remplacer dans leur métier par des robots, hein. OK, bon taf, Dofla. Dofladem. Je vais t'appeler Dofladem parce que Dofla, c'est quelqu'un du Twitch game quand même. Bref, petit aparté sur les métiers à tisser, mais c'est ultra intéressant de connaître l'histoire un peu des luttes et c'est une des premières grosses luttes modernes, enfin contre la modernité, contre la modernité du capitalisme, quoi. Donc, comment on cherchait de l'emploi? Bon là, c'est le petit segment de pub, pour, je j'ai pas compris ce que c'était. Ou à la recherche d'un job, ça pourrait bien vous intéresser, alors on en reparle en fin de vidéo. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'Antiquité. Et là, il y a d'entrée un truc qui change un tout petit peu la donne sur le marché de l'emploi, le travail servile. Ce qu'on appelle l'esclavage, quoi. Et quand on confie Ouais. l'essentiel du boulot à des gens que la société considère comme des outils vivants, ça a des conséquences, hein. Le travail n'est pas forcément très bien vu. OK, donc, à l'Antiquité, c'était pas bien vu de travailler. Travailler, c'était de la merde. On confiait le travail à des esclaves et les citoyens, parce que, les esclaves n'étaient pas citoyens, les citoyens, ne travaillaient pas. Juste, ils réfléchissaient, hein, ils étaient philosophes. L'esclavagisme, ouais! Ouais, mais est-ce qu'on peut pas reprendre ce principe-là, sauf qu'on remplace les esclaves par des robots? Il y a esclave et esclave, oui, il y a différents degrés, mais le principe reste le même, c'est la privation de liberté. C'est pas parce qu'un esclave est «bien traité» entre guillemets et mange à sa faim et n'est pas battu que c'est, acceptable. Mais genre, on reprend les mêmes principes que cette société-là, sauf que, du coup, on n'a pas plus besoin de travailler et c'est les robots qui travaillent. Mais les gens ont accès à une vie, à une bonne vie, quoi. Ont accès, aux biens matériels nécessaires à leur subsistance, n'ont pas à galérer pour se chauffer l'hiver et on dit: «Bah, voilà, les robots, ils font tout et nous, on fait ce qu'on veut». Ça serait bien, non? Réfléchissez à ça les grosses entreprises. Donc la valeur travail est une arnaque? Merde alors! Ou alors les Grecs, c'était des branleurs, hein, on l'a bien vu pendant la crise, la crise grecque, la crise monétaire, en Grèce, il y a quelques années, hein. C'est parce qu'ils voulaient pas travailler, hein, les Grecs. Être esclave chez les Grecs ou romains, c'est pas pareil, qu'être esclave, chez les États-Uniens. Oui, voilà, disons que dans les plantations de coton, je pense que c'était pas exactement le même esclavage. Ah, elle est méchante celle-là.
L'Antiquité n'a pas vraiment de mot pour métier, pour poste ou même pour emploi. En grec, on a seulement le ponos, qui désigne la peine, le travail physique. Et en latin, c'est le labeur, un travail du corps physiquement pénible. Les philosophes trouvent que le travail est dégradant, au point que dans sa politique, Aristote critique ceux qui travaillent de leurs mains, car, je cite, « ce genre de vie est ignoble et contraire à la vertu ». C'est vraiment un discours de gros méprisant, hein. Il faut dire que l'Antiquité possède une économie. Voilà, la vertu, c'est de ne pas travailler pour les Grecs. C'est voilà. Aujourd'hui, on nous dit que la vertu travaille, machin, la valeur travaille. À l'époque, c'était clairement très mal vu de travailler, hein. Et il fallait avoir un petit pénis aussi. Essentiellement agricole. Alors certes, tout le monde ne travaille pas dans les champs, et les pierres tombales romaines dénombrent environ 500 métiers différents. Navigateurs, commerçants, bateliers, forgerons, aubergistes, potiers, palefreniers, maçons, etc., etc. Mais, au final, l'élevage, l'agriculture et la pêche occupent quand même 75 à 80% des actifs. Des esclaves abattent une grosse partie du boulot, surtout dans les grandes propriétés et les villas, mais ils ne sont pas seuls. Macron n'a qu'à aller se faire voir chez les Grecs. Ouais, exactement. C'est ça. Les Grecs, ils étaient combien à se les rouler, à philosopher fait et combien à devoir travailler? Bah, je pense que, il y avait quand même beaucoup plus de gens qui travaillaient et qui étaient esclaves que de gens qui étaient, effectivement, des citoyens grecs, hein. Sachant que je crois qu'en fonction de la ville dans laquelle tu étais, c'était quasiment que des cités-États en Grèce. C'était pas un grand pays unifié la Grèce, hein, chaque ville avait son propre gouvernement, c'était des plein de villes, qui gouvernaient à chacune de leur côté et heu et après je sais pas comment ça fonctionnait entre les différentes villes. Tout le monde ne va pas se payer des esclaves, d'autant que ça peut être une mauvaise idée, hein, d'en nourrir toute l'année, alors que l'agriculture, on le sait bien, c'est cyclique. On a besoin de beaucoup de gens aux vendanges et aux moissons, mais pas en hiver. Du coup, le plus prudent, c'est quand même d'embaucher des saisonniers. Hommes et femmes libres bossent donc aussi dans les champs, les fermes et les Accorder de villas. l'importance Pour les à Aristote embaucher, par rapport on au utilise total tout du reste de la simplement population, le c'est bouche à oreille peut-être pas avec pertinent, des patrons en qui effet. recrutent des journaliers, c'est-à-dire des gens qui bossent à la journée quand ils en ont besoin. Leur processus de recrutement est assez sommaire, hein, parce que les gens se connaissent grâce au LinkedIn de l'époque, le forum ou l'agora du coin. La plupart du temps, on sait qui bosse bien et qui se planque derrière une botte de foin pour piquer un roupillon. Cela dit, il y a au moins un métier où le processus est nettement plus formalisé, en tout cas après l'empereur Auguste. Et ce métier, c'est celui de soldat. Sous l'Empire, Bah, après l'empereur Auguste, là on est passé à l'Empire romain. L'empereur Auguste, c'est les Romains, non? Parce que juste avant, on parlait des Grecs, il est passé des Grecs aux Romains d'un coup, là? La guerre! Oui! Trop bien! C'est c'est un génial! professionnel. L'armée romaine est un gros recruteur parce qu'elle représente 300 à 350 000 troufions. Alors vous me direz, c'est beaucoup, et je vous répondrai oui et non. Parce que sous Trajan, quand l'Empire est le plus étendu, ces 350 000 soldats sont chargés de protéger 60 à 80 millions de personnes sur une surface qui représente 15 fois la France. C'est pas beaucoup, et donc il vaut mieux qu'ils soient doués, hein. Du côté des recruteurs, ça veut dire qu'on peut se permettre d'être méchamment sélectif. Parce que là, on va pas signer pour une journée ou une saison, mais on signe pour 16 à 30 ans. Enfin, doué, je suis désolé, mais ils ont jamais réussi à capturer le village gaulois. Ça fait des années qu'ils se font ridiculiser, je suis pas sûr que la sélection soit si bonne que ça, hein. Et ça comporte plein d'avantages. On fait carrière, on voit du pays, on gagne en prestige, et c'est aussi l'occasion de se faire pas mal d'argent avec un salaire à peu près régulier et d'éventuels butins de guerre en plus. La monarchie militaire qu'est l'Empire romain fait évidemment très attention à ses soldats. En théorie, tout le monde peut devenir soldat, à 3 conditions. Tu pas qu'il y avait déjà autant de monde à cette époque-là? C'est vrai que ça fait pas mal de monde, hein.
C'est quoi la population européenne à l'Antiquité? À l'Antiquité. Euh, Alors, à l'époque de Charlemagne, j'ai demandé à Antiquité, il me met l'époque de Charlemagne, mais évalué entre 25 et 30 millions d'habitants à l'époque de Charlemagne. Sachant que c'est la population totale de l'Europe, mais l'Empire romain, il est aussi en Afrique du Nord, hein. Heu, Ils ont des entraînements, non? Ou ils étaient envoyés direct au front? Je pense qu'ils étaient un peu entraînés quand même, un minimum. Après, s'il y avait des besoins instantanés sur une guerre qui se déclarait d'un coup, ou quoi, peut-être qu'ils étaient envoyés direct au front, mais je pense qu'ils étaient entraînés, devait y avoir des planques aussi. Ça devait pas être la même chose d'être, soldat romain au front justement, en train d'affronter les Anglais et soldat romain, en Italie, à devoir protéger un champ, quoi. De nouveau, soldats dans l'armée, OK, mais on parle des esclaves aussi qui composaient majoritairement les troupes de base. Oui, et les VSS en bonus pour les soldats parce que voilà, avec l'armée, il y a toujours eu ce genre de choses. Heu, voilà. Il faut être un homme libre, majeur et mesurer au moins 1,67 m. Bah, je sais pas, là, il a l'air de dire que c'était, majoritairement c'était pas des esclaves dans l'armée, hein. C'est une arme de guerre comme les autres. Un peu gros trigger warning là par contre, je sais que tu trolles Pucky Puck mais on va arrêter la blague là. C'est quand même, les VSS c'est quand même pas drôle quoi. Mais en réalité, l'entretien de recrutement, c'est un processus collectif et bien rodé. Le gouverneur de chaque province procède à un conseil de révision, une sorte de grande tournée en compagnie de ses officiers et de ses secrétaires. Là, on va examiner chaque candidat en public devant tout le monde. Et attention, la première étape pour se présenter, c'est à poil. Eh oui, parce que le but, C'est comme ça qu'ils envisageaient les choses? Oui, oui, ça devait être mis en avant même, bon peut-être pas aujourd'hui, mais au Moyen Âge, c'était connu quoi, genre, enfin c'était voilà, mais j'avoue que je suis pas à l'aise de faire de l'humour là-dessus, quoi. c'est d'évaluer la musculature et la carrure des candidats. Parce qu'il faut pouvoir marcher des kilomètres avec 20 kilos d'équipement Faire et la qu'il guerre, c'est faut la avoir fuite la de force puterie à 100. d'enfoncer un Ouais. glaive dans le monsieur d'en face. La deuxième partie du processus est plus classique. On vérifie que les candidats ne sont ni idiots, ni sourds, ni complètement miros. On privilégie aussi ceux qui savent écrire, lire et compter. Les fils de militaires partent avec un peu d'avance parce que les recruteurs savent qu'ils connaissent le métier et la discipline qui va avec. Et quand je vous disais que c'est sélectif, c'est vraiment sélectif. Sur 300 candidats, on en garde à peu près 5 ou 6. Si on avance un petit peu jusqu'au Moyen Âge, vu que ça dure 1000 ans, la façon de chercher un job, elle va un peu varier, hein. Mais j'ai quand même repéré quelques grands principes. En Europe, le monde médiéval, c'est une société d'ordre. Il y a ceux qui combattent, ceux qui... Ça a toujours été présent dans les guerres, mais tu disais pas ça comme si c'était une vanne. Ouais, ouais, non, mais je comprends, c'est plus parce qu'il y avait des CAPA dans un des messages, que je dis, qu'il faut pas plaisanter dessus, quoi. Mais oui, ça a toujours été présent dans les guerres, c'est toujours présent. Il y a eu des procès de personnes qui sont vraiment allées trop loin, mais c'est encore beaucoup trop minoritaire, quoi. Et c'est du crime de guerre, hein, aujourd'hui, violer, quelqu'un en tant que soldat, c'est considéré comme du crime de guerre, les gars, hein.
et heureusement que ça ait un peu avancé. Alors, il y a toujours des soldats, il y a toujours des guerres, il y a toujours des gens qui tuent d'autres gens, il y a des gens qui bombardent, il y a des pays qui bombardent d'autres pays, sur la base de, on n'est pas d'accord avec leur gouvernement. Mais il y a quand même des règles aujourd'hui, qu'il y avait pas avant, qui rendent les choses moins inhumaines. Heu, bref, c'est en train de switcher sur le vrai travail. Enfin, le vrai travail. Des règles qui ne sont pas respectées. Imagine si elles y étaient pas. Parce que là, effectivement, il y a des règles qui ne sont pas respectées, mais imagine jusqu'où ils iraient s'il y avait pas eu ces règles. Parce que ça fixe quand même une limite où ils franchissent le pas et c'est horrible. Mais si les règles n'étaient pas présentes, peut-être qu'ils iraient encore plus loin. Qui prient et ceux qui triment, c'est-à-dire tous les autres qui ne sont ni nobles ni hommes d'église. C'est ce troisième ordre, le plus nombreux, qui se tape le plus gros du boulot. Et pour que ça rentre, on n'arrête pas de lui répéter, par exemple le dimanche, à l'église. Vers 1170, l'évêque Étienne de Fougères décrit le paysan idéal dans son livre des manières. Et attention, ça pique, hein. Je le cite, il ne mangera pas le bon pain, son meilleur grain est pour nous, aux vilains les mauvaises herbes, plus il vit une pauvre vie, plus son mérite est grand. C'est sympa, hein, Waouh! On se demande d'où viennent, d'où vient les pensées aujourd'hui des riches là, des bourges. Quand on voit ce qu'ils disaient déjà à l'époque sur les paysans, on se demande d'où ça vient tous les problèmes d'aujourd'hui. L'église, qu'est-ce qu'on aime ça? Ah j'adore, j'adore. Il ne mangera pas le bon pain, son meilleur grain est pour nous. Déjà, on lui prend le meilleur, voilà, il a qu'à aller se faire foutre. Au vilain, après vilain, ça voulait pas dire exactement la même chose à l'époque. Ça désignait vraiment quelqu'un de pauvre, mais c'était pas vilain. Je pense que la signification de vilain d'aujourd'hui vient de son utilisation à l'époque, mais c'était pas aussi péjoratif. Les mauvaises herbes, plus il vit une pauvre vie, plus son mérite est grand. Voilà, on va le rendre le plus pauvre possible, qu'il aille bouffer des orties. Le capitalisme, guerre et église, c'était les paysans, ouais, ça représentait un peu les paysans, la classe travailleuse, les plus pauvres et il tout. vit une pauvre vie, plus son mérite est grand. C'est sympa, hein, c'est vraiment en gros, reste à ta place et ferme-la. Le pire, c'est que ça ne change pas beaucoup d'une génération à l'autre, parce que votre métier dépend beaucoup de celui de vos parents. Et c'est tellement vrai qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans des noms de famille. Monsieur le Charpentier ou Madame Charon, on sait ce que faisaient leurs aïeux, de génération en génération. L'identité d'une famille se confond souvent avec un métier. Évidemment, Les pauvres, c'est fait pour être pauvres et les riches, plus riches. Exactement. tout ça bouge quand même si besoin, hein. Un forgeron qui a 6 fils va pas en faire 6 apprentis autour de son enclume. Du coup, pour trouver leur place sur le marché du travail, certains vont devoir apprendre un autre métier sur le tas. Le recrutement classique consiste alors à s'engager comme apprenti auprès d'un artisan. Et souvent, l'artisan était un pote de ta famille. C'est, quand tu étais le sixième fils du forgeron, le forgeron, il négociait avec, je sais pas, le boulanger du village qui, lui, n'avait qu'un ou 2 fils, et qui pouvait encore se permettre d'avoir un apprenti en plus pour envoyer son fils chez son pote qui était, heu si pas ton vrai père. Ouais, ça se savait plus quand c'était pas ta vraie mère que pas ton vrai père, hein. C'est bref. Voilà, on t'envoyait plus enfin, on t'envoyait chez le pote de la famille, chez un ami de la famille. Et si, bah, tes parents ne savaient pas négocier avec les autres familles, je pense que tu pouvais vite finir, pauvre, et à la rue. Vu comment ça brassait les gènes à l'époque. Oh, t'inquiète pas que ça brasse toujours les gènes aujourd'hui, hein. Le plus souvent, c'est un proche qui a son commerce ou son atelier pas loin.
Parce Ah qu'en oui, effet, tu l'envoies dans la l'embauche famille se aussi, fait hein. beaucoup sur la base de la réputation qui est le principal outil dans les relations de travail. Comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. Si vous recherchez un plâtrier peintre, vous allez voir le nombre d'étoiles qu'il a sur Google, et bah au Moyen-Âge, c'est pareil, mais en vrai. Cette réputation, c'est ce qu'on appelle la fama. Soit on est fameux, soit on est malfamé. Et ça vaut pour tout le monde, hein. Le maître choisit son apprenti comme ça, mais les parents sélectionnent aussi le patron du fiston. Si tout ça n'est pas aussi codifié que les contrats de travail modernes, ça reste souvent assez précis. La rémunération peut se négocier de plein de manières, par exemple selon le nombre de jours de travail convenu ou sur la quantité de produits qu'on fabrique. Et on négocie pas forcément en salaire, mais aussi une partie des profits, une part d'héritage, voire même le gîte et le couvert, l'équivalent de nos tickets resto quoi. Bah, ça devait aussi négocier en fonction de la distance. Si tu dois t'envoyer ton fils, chez dans de la famille dans une autre ville, c'était quand même mieux si la famille pouvait héberger et nourrir, ton fils qui va bosser là-bas, quoi. Bon, du coup, il gagne moins d'argent du travail qu'il va faire, mais, au moins au moins il peut rester. Bon, après, du coup, ça a l'air de fonctionner un peu comme aujourd'hui. Effectivement, il y a pas internet, mais, ça a l'air un peu similaire, Vous avez été sage? Vous êtes sûr, hein? Attention parce que je remonte le chat là et bon, vous avez juste rien dit. Mais au moins vous êtes toujours là, vous n'êtes pas partis. Tut tut tut. J'ai remarqué en écoutant les streamers d'ailleurs, petit aparté, sur les insécurités du stream. C'est vrai que j'avais l'impression à chaque fois que je vais pisser ou quoi, que je suis insécure, en mode: «Eh bougez pas, hein, vous restez, hein, vous j'en ai pour 2 minutes, hein, je reviens, je reviens». Mais en fait, quand je regarde même des streamers à, 2 000-3 000 personnes, voire plus, ils font la même chose, hein. Ils sont là: «Oui, non, mais je vais faire une pause, vous inquiétez pas, je reviens tout de suite». Bon, peut-être un peu plus fluide que moi, mais c'est pareil pour tout le monde, hein. C'est pour ça que les streamers ne se lavent pas les mains. Je me suis lavé les mains. Après, effectivement, j'ai peut-être pas frotté les mains pendant 5 minutes, mais je me suis lavé les mains, hein. Heu Enfin, je vous dis ça, mais peut-être pas, on sait non, si, 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 je me lave les mains quand même. Ils ont juste une scène de pause en plus, mais franchement, bah, je l'ai la scène de pause en fait. C'est juste que souvent j'ai un peu la flemme. Parce que quand je mets la pause, il faudrait que je mette de la musique et tout, et là, vraiment, je partais, je revenais à. Mais regardez, voilà, hein, elle y est la scène de pause. J'ai pas le micro sur la scène de pause, du coup, c'est pour ça que vous m'entendiez plus. Bon, du coup, ils négociaient, en fait, tu négocies ton fils en apprentissage, un peu comme tu négocies ta fille à l'époque. Heu, S'il y a une paire de bras en plus, le gamin, gagnait sa gamelle, en fait. Oui, c'est ça. Mais, les parents, ils négociaient pour, toucher une partie du bordel, hein. Déjà, à l'époque, ils considéraient les enfants comme un investissement, j'ai l'impression. Enfin, comme un ils avaient besoin d'un retour sur investissement. J'ai horreur de cette façon de voir les gosses, hein. Si vous faites des gosses, c'est pas pour qu'ils vous rapportent de l'argent après, hein. C'est comme les gens qui disent, «Oui, mais ah, tu veux pas de gosse, qui va payer ta retraite et qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux?» Bah, en fait, déjà, je veux pas d'enfants, mais si jamais j'avais voulu faire des enfants, ça serait clairement pas pour, mon moi vieux, hein. Le gamin, si j'avais fait un enfant, c'était pour, essayer d'en faire une bonne personne, faire en sorte que ça soit une bonne personne et que, ça soit quelqu'un de basé, dans la société, hein, voir les enfants que tu fais comme, des personnes qui sont là juste pour faire en sorte qu'ils t'aident quand tu vieillis. Et qui va payer tes allocs, qui va travailler pour payer tes allocs plus tard, hein? D'où les allocs, c'est le minimum pour que certains parents ne cherchent pas à les faire rentrer dans ces coûts, et pourtant, il y en a qui le font, hein. Il y a des parents,
Il y a des parents qui, toute la vie de leur gosse, ils notent combien le gosse leur a coûté et qui font peser ce coût-là sur leurs enfants. Une horreur, hein. Ah ouais, les enfants sur Instagram, mais on en parlait, mercredi, je crois qu'on en a pas mercredi, mais mardi. Mais, les enfants sur les réseaux sociaux, ça devrait être illégal. Littéralement illégal. Et d'ailleurs, on parlait justement de parents qui se sont fait taper un procès et qui ont perdu leur procès parce que, en fait, quand l'enfant est trop jeune pour donner son consentement à l'image, pour moi, les parents ne devraient pas avoir le droit de le donner à leur place. C'est juste non, l'image des enfants sur les réseaux sociaux, après est-ce que les enfants doivent disparaître complètement des réseaux sociaux? Je sais pas comment il faudrait faire, mais je trouve ça malaisant de voir des enfants dans les réels Insta et les trucs comme ça où, clairement, «Ah la vidéo mignonne de mon enfant qui est en train de caresser un chat ou de faire je sais pas quoi». Les films alors, c'est pareil. Oui, les films aussi, c'est le problème. Mais le problème, c'est que derrière, c'est de la création, comment dire? C'est que c'est compliqué de complètement enlever tous les enfants des œuvres du cinéma parce que, bah, à un moment, si tu as besoin d'avoir un enfant dans un film, bah, tu peux pas le remplacer par un nain. Surtout que tu vois qu'ils monétisent derrière. Bah, là où dans les films, il y a un cadre qui a été mis en place, c'est que terrain glissant. Oui, je vais arrêter sur ce terrain-là. Dans les films, tu dirais que ça dépend comment est gérée la paye de l'enfant. Normalement, il y a des lois où, justement à cause des abus qu'il y a eu à une époque, normalement la paye de l'enfant est censée être sur un compte bloqué auquel les parents n'ont pas accès. Les parents n'ont pas le droit de récupérer l'argent de la paye des enfants. Ils ont même pas le droit de récupérer une partie ils ont pas le droit de dire: «Oui, non, mais on garde 10 de la paye pour, parce que ça aide aux frais de l'enfant». Non, c'est censé être sur un compte bloqué pour les besoins des enfants et je sais plus comment ça marche. Possiblement que, genre, pour payer les études de l'enfant, si les parents n'ont pas l'argent, il peut y avoir un déblocage partiel de l'argent pour, aider à payer leurs études et ce genre de trucs. Mais normalement, Marty McFly, c'est censé être un ado. C'est vrai, il est adulte, c'est peut-être un adulte qui joue, hein, je sais plus. Le compte Insta est au nom des parents et cetera et là, oui, là, il y a un gros problème parce que l'argent qui se font avec les partenariats, sur Insta et cetera, normalement, au moins une partie de l'argent, est censée, revenir à l'enfant à un moment, hein. Oui, il est adulte l'acteur? OK. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, Retour vers le futur. Ça a dû un peu vieillir maintenant. Surtout la partie où, il manque de se taper sa mère. Je pense que ça doit plus me malaiser aujourd'hui ça. Bon du coup, on en était aux parents qui vendent leurs enfants. Et comme aujourd'hui, tout dépend de la demande. Il y a des secteurs en tension, surtout dans les métiers les plus qualifiés, où les salaires peuvent vite monter. Et ça, encore plus après 1000. Comique de situation, ouais, mais comique d'époque aussi. Il y a des choses qui étaient comiques à une époque qui sont moins enfin qui étaient même drôles à une époque, qui, dans une autre époque, vont l'être beaucoup moins. Et là, partir dans le futur qui est notre passé du coup. Et oui, c'est pour ça que ça s'appelle Retour vers le futur. 347-1346, vu que la Grande Peste a démoli un tiers de la population européenne. Cette tendance est tellement prononcée qu'à partir du XIIIe siècle, les grands royaumes d'Europe commencent à fixer des salaires maximaux. Ouais, maximaux, hein. C'est pas le SMIC, c'est carrément l'inverse. Dans les villes, des Mais à quel moment les gouvernements, ils limitent les salaires? Bon, il faudrait. En vrai, je dis ça et puis d'un coup, je vais penser aux patrons de grosses boîtes qui sont déjà multimillionnaires et qui continuent à toucher genre, 10 000 000 par an. Et là, tu te dis: «Putain, oui, il faudrait des salaires max là». Heu, Tu trouves pas que ça ait si mal vieilli, mais il faudrait que tu le revoies? Ouais, pareil, il faudrait que je le revoie un peu. Gouvernement de bourgeois et nobles qui ne veulent pas payer. Ah!
Les corporations apparaissent pour protéger les intérêts de tel ou tel corps de métier. Les tisserands, les bateliers, les drapiers, et du coup, c'est avec ces guildes que les employés Ça s'appelait des guildes à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle des fédérations ou je sais plus quoi. Ils continuent à protéger les intérêts des métiers en allant faire du lobbyisme. Ça s'appelle des lobbies aujourd'hui. Le lobby laitier, par exemple, entre autres. Faut vraiment que je fasse plus de sport là. Les 2 étages à courir, c'est pas ouf. Bon, je confirme, on pourra faire le stream sushi samedi, parce qu'on a le cuiseur Harry. Le précédent, il en cramé pendant un stream, pendant un autre stream cuisine. Ah. Non, mais avec la chaleur en plus, là, et les allergies et le manque de sport. On a d'un côté les artisans qui s'organisent pour défendre leurs intérêts, ce qui se rapproche du fonctionnement d'un syndicat, et de l'autre les entreprises qui assument leur mainmise sur une partie du marché. Bah, c'est la période aussi où, du Moyen Âge, où il y a beaucoup de seigneurs qui ont commencé à faire faillite et qui ont vendu des titres de noblesse aux entreprises, non? C'est pas cette période-là? Où comme les nobles avaient plus d'argent, ils filaient les titres de noblesse contre de la thune? En France, on peut se le permettre, mais dans les zones où il y a 0 protection sociale, les choses se passent comme ça. Ça explique en partie que les gens fassent plus de gosses et considèrent comme une évidence de vivre avec leurs aînés jusqu'à leur mort et de bénéficier de l'aide de leurs enfants quand elles sont malades ou trop âgées, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Bah, après, t'occuper de tes parents quand ils vieillissent, pourquoi pas? Mais que ça soit pas forcément une obligation. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui en France, c'est une obligation, hein, de t'occuper de tes parents quand ils vieillissent, sauf si tu réussis à prouver qu'ils se sont pas occupés de toi ou qu'il y a vraiment eu des problèmes graves dans la famille, tu as une obligation de t'occuper de tes parents et de payer pour leur retraite, enfin pour leur vieillesse. S'ils ont pas assez, d'argent de côté et de c'est pas du chômage, mais de d'argent qui rentre tous les mois, avec la retraite pour payer, par exemple, pour payer, c'est aux enfants de payer. C'est un peu normal, bah, je suis pas si sûr. Ça reste des problèmes d'héritage, hein. Tout comme, l'héritage des riches, est un problème, le fait d'hériter des propriétés des parents, de leurs actions en bourse, enfin d'hériter, de tout ce que possèdent les parents, est un problème et il y a pas assez d'imposition dessus. Quand tu es pas très riche et un peu pauvre, enfin, c'est la même chose, mais quand tu es de l'autre côté du contexte social, tu hérites aussi du fait de devoir t'occuper des parents et du coup de devoir payer, beaucoup de choses, en plus de toi-même, quoi. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça devient un peu un problème aussi ça. Après si tu as les moyens de t'occuper de tes parents, pourquoi pas? Mais enfin bref. Mais il y a plein de problèmes, enfin, il y a plein de trucs que je vois qui sont pas forcément, que j'aime pas trop dans tout ce qui est, héritage et relations entre les différentes générations, au niveau légal.
Un autre truc que je trouve pas forcément normal, c'est que les grands-parents ont un droit de visite sur leurs petits-enfants. Par défaut, les grands-parents peuvent faire un procès aux parents s'ils ont pas le s'ils ont, si les parents refusent que les grands-parents voient leurs enfants. Et si tu peux pas prouver que, il y a eu des problèmes avec les grands-parents et que, soit ils se sont pas très bien occupés de toi, soit il y a eu d'autres problèmes avec, si t'as pas de raison s'il y a pas eu des gros problèmes et que c'est juste que, bah, je sais pas, tes parents sont racistes et tu pas forcément très envie que tes enfants, soient éduqués avec le racisme de leurs grands-parents, et bah, tu peux avoir des obligations à ce que enfin, un droit de visite des grands-parents obligatoire par la loi, quoi. Tu ne décides pas forcément de qui a un droit de visite sur tes enfants ou pas. Bref, l'enfant est vu comme une propriété plus que comme un être humain, exactement. Plus, faire partie d'une corporation reconnue augmente la fama, donc c'est tout bénef. Maintenant, ça vaut le coup de parler d'un cas très particulier, les fonctionnaires. Bon, en vrai, la fonction publique au sens strict, ça existe pas vraiment en Occident. Mais il y a quand même une administration qui va recruter parmi les clercs et l'aristocratie. Si on veut des vrais fonctionnaires, il faut aller en Chine. Les premiers concours de recrutement des fonctionnaires impériaux remontent au IIIe siècle et atteignent C'est vrai que la Chine, ils fonctionnaient énormément avec le fonctionnariat. J'étais tombé sur un animé, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui était plutôt pas mal là-dessus. Sur une femme, sur une femme, sur cette période-là, qui décide de devenir fonctionnaire, sachant que, bah, c'est que les hommes qui normalement ont le droit et du coup se travestissent pour devenir fonctionnaire. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais l'animé était très, très bon. leur âge d'or entre le Xe et le XIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le mandarinat, un système qui a été beaucoup caricaturé parce qu'il repose surtout sur un savoir théorique. Pour sélectionner les candidats, Tu passes en on lurk? observe OK, leur mon maîtrise de lurk, la calligraphie DR. et leur connaissance des grands auteurs classiques. Mulan. Mulan, elle se travestit pour rentrer dans l'armée pour, que son père qui est handicapé, ne soit pas enrôlé de force. Parce que, dans les familles, c'est, pour la guerre, ils doivent recruter. J'ai vu le live action Mulan qui est vraiment pas mal. Moi, j'ai kiffé le live action. En vrai, j'aime bien les live action modernes, ils sont vraiment bien, enfin, je les trouve vraiment cool. Et donc, comme son père, n'a pas d'enfant homme, il est censé, retourner à l'armée, sachant qu'il a des PTSD de son passage à l'armée précédent, plus il est handicapé. Donc elle se travestit pour pas que son père ait à aller, faire l'armée. La Chine, cet empire administratif, ils étaient tellement en avance, quel gâchis. Ils étaient en avance sur certains points et en retard sur d'autres, hein, mais je sens l'ironie dans ton texte. Genre Confucius. De base, on voit pas trop le rapport, parce que à quoi ça sert de citer Confucius le jour où il faut gérer la construction des égouts de Pékin. Mais quand on y regarde de plus près, il y a un objectif secret à tout ça. Certes, le concours est censé favoriser la méritocratie, parce que tout homme sans casier judiciaire peut candidater. Mais dans les faits, le concours est tellement sélectif que vous n'avez aucune chance de le décrocher sans un solide capital culturel. Tout rapport avec, ce qui se passe en France, notamment avec l'ENS et ce genre d'école, est complètement fortuit. Il n'y a pas du tout d'école en France qui forme, majoritairement les futurs gouvernants les hauts fonctionnaires, dont la possibilité avec lesquels la possibilité de rentrer dans l'école serait liée à un capital culturel et financier. Ça n'existe pas du tout chez nous, c'est faux.
et j'avais pas du tout la haine parce que ces écoles-là, j'en ai entendu parler, j'avais déjà largement fini mes études. Ça se saurait. Ah moi je l'ai su bien plus tard, hein. Après, est-ce que je serais allé là-dedans? Je ne pense pas, mais j'aurais bien aimé avoir connaissance de ce genre d'endroit, notamment au moment où tu t'orientes, quand tu commences à t'orienter quand tu es au lycée. Culturel et financier. En gros, il vous faut du temps et des moyens. Forcément, le népotisme et la reproduction sociale prédominent et il y a donc de véritables dynasties de fonctionnaires en Chine. Des dynasties qui veulent garder la bureaucratie pour elles. Au final, les vraies ascensions sociales au pur mérite sont assez rares. Allez, en avant. Bizarre, bizarre. Aucun parallèle à faire avec notre société actuelle, hein. Au pays de l'égalité des chances, ce genre d'organisme me paraît peu probable. En effet, non, mais je dois l'avoir rêvé en fait, effectivement, ça n'existe pas. Un petit peu direction la Renaissance côté Occident pour voir si rien n'a changé. Et là, on a une grosse surprise qui nous attend. Parce Qui que aurait pu ça y est, prédire? la fama médiévale a été remplacée par le CV, le curriculum vitae. Et je sais, hein, ça fait latin et antique, mais le tout premier CV moderne, en fait, il date du 14 décembre 1482. Ce jour-là, un certain Léonard de Vinci a 30 ans. Et ça fait Putain, mais encore Léonard de Vinci, mais arrêtez d'être des bandeurs de Vinci aussi, oh. Non, je sais pas, il y a j'aime bien le principe, j'aime bien Léonard de Vinci sur le principe, sur, le fait que est-ce que c'est une, rumeur propagée par l'extrême droite, mais au moins ça en fait un symbole, LGBT, il serait gay à la base. Après c'est peut-être une grosse rumeur, hein. Heu, mais je sais pas, Léonard de Vinci, ouais, c'était un penseur en avance sur son temps, il inventait des machines et puis il a je sais pas, je trouve qu'il est un peu trop il existe un peu trop dans nos représentations et je me dis: «Il y a peut-être beaucoup d'autres personnes, qui auraient pu être mises en avant à la place de lui». Je sais pas, je tous les grands savants sont homosexuels, c'est ça. Putain, je sais pas si vous avez vu, Tierce-Lieu? Enfin le film français là, Le loup-garou de Tierce-Lieu? C'est une horreur ce film. Je sais pas si vous avez vu cette merde. On savait pas quoi regarder, on s'est mis ça la dernière fois, mais c'était ah j'ai passé un très mauvais moment, hein. C'est un film, avec, Franck Dubosc et ah, Jean non pas Jean Dujardin, heu, personne n'est légitime à être mis autant en avant, ça fait partie de la culture commune. Ouais, c'est vrai. Franck Dubosc et un acteur qui a joué dans plein de films, notamment Léon là, ah! Je sais plus. Reno, Jean Reno, c'est ça. Voilà. Donc un film récent là, il est sorti il y a 1 an ou 2, hein, avec Franck Dubosc et Jean Reno et le film il est horrible, hein, c'est que de l'humour raté c'est comme s'ils avaient pris les vannes des films, des années 2000 là, des films français, des vieux films français justement de Dubosc et de Reno. Ils ont repris le même genre de vannes, en encore moins bien fait qu'avant. Ils ont essayé de tout foutre dedans et c'est nul. Il y a pas de scénario, il y a pas de jeu d'acteur, Jean Reno, tu l'impression qu'il va canner à chaque réplique. Vraiment, c'est ultra pénible et dedans, tu Léonard de Vinci et il joue, je sais plus c'est quel acteur qui joue, Léonard de Vinci, mais ils le disent qu'à la fin que c'est Léonard de Vinci, mais tu le devines assez rapidement et c'est, l'inventeur de génie, homosexuel, qui arrête pas de draguer. Tu veux pas être méchant, mais les films français ces dernières années ouais, mais de temps en temps, je laisse une petite chance à un film français et je suis toujours déçu, hein. Toujours. Ça manque pas, je suis déçu.
Heu et pourtant j'attendais, vraiment, j'attendais mais vraiment, vraiment, vraiment rien du film. Je m'attendais à pas passer le me à pas regarder le meilleur film de ma vie, mais je m'attendais à pouvoir éteindre mon cerveau, laisser dérouler le film, avec des blagues pas drôles et voilà. Et voilà. Et si vous voulez passer un très mauvais moment, ça mérite même pas d'être regardé comme un nanar le truc, hein. Là, c'est une horreur le truc. Et je suis sûr qu'il a eu droit à plein d'argent du CNC le film, ce film-là. Voilà, tu te rends compte, il y a, Franck Dubosc et Jean Dujardin dans le même film, forcément le CNC il a financé, hein. 10 ans déjà qu'il a fini sa formation. Il cherche à quitter Florence. Bon bref, dedans, tu as l'inventeur de génie homosexuel qui arrête pas de draguer Jean Dujardin, à la fin, tu apprends que c'est Léonard de Vinci et tu es là: «Oui, mais ça va, je l'ai compris dans les 5 premières minutes du film là, que, le mec c'est Léonard de Vinci, hein». Et pour ça, il écrit à l'un des plus puissants princes italiens, le Milanais Ludovico Sforza. Ah oui, Pour il a un accent soutenir sa italien aussi. candidature spontanée, il lui rédige son chemin de vie, son curriculum vitae, qui ressemble beaucoup en fait à une lettre de motivation, hein. Il décrit sa formation, ce qu'il sait faire et en quoi il pourrait être utile à Milan. Et il y va à fond, hein. Là, je le cite, il nous dit: je peux égaler n'importe qui dans l'architecture, les monuments privés et publics, la sculpture en marbre, en bronze, en terre cuite, en peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. Et bien sûr, il n'oublie pas d'insister sur son point fort, celui qui répond aux agitations italiennes de l'époque, ses talents d'ingénieur militaire. Ponts transportables, canons, machines de guerre et équipements de bataille navale. Il se vend bien, mais il a un peu le melon aussi, hein, je suis meilleur que n'importe qui d'autre. Ça me fait moins l'aimer d'un coup. J'avais pas forcément d'avis sur, Léonard de Vinci, mais là, Tout y passe. Et d'ailleurs, il propose même d'offrir un échantillon, hein, un essai gratuit. Il dit: si cela vous semble fantaisiste, je vous offre d'en faire la démonstration. est-ce que ça serait pas vrai? Heu, qu'il ait été très intelligent pour son époque et qu'il ait créé plein de machines extravagantes, en tant qu'ingénieur, oui. Est-ce qu'il est forcément meilleur que tous les autres, notamment des experts en architecture? Heu, je suis pas sûr, hein. Ah, il avait 10 ans? Ah, ça a dû être dit. Il avait 10 ans quand il a fait cette lettre? Ah, bah, peut-être, hein. Après, oui, c'est un génie de son époque. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu accès aux connaissances et aux compétences qui ont permis de développer son génie à cette époque. Parce que qu'on soit clair, hein, il n'y a pas de génie, qui s'est fait tout seul, hein, ça n'existe pas. Aujourd'hui, avec internet, tu peux t'auto-former pour, devenir très fort en quelque chose, même en étant très jeune. Mais, tu continues à te baser sur des connaissances qui ont été écrites et décrites correctement par des générations avant. Tu crées pas un réacteur nucléaire dans ton garage, avec, 2 bâtons et 3 cailloux, en partant de ce que tu as deviné dans le monde. Si tu as jamais entendu parler de l'uranium et de comment fonctionne le nucléaire, les temps de demi-vie, enfin tout le fonctionnement de la radioactivité, tu ne peux pas le deviner du jour au lendemain, hein, sinon on aurait eu des réacteurs nucléaires à la préhistoire. C'est pourtant ce que Doc Brown a fait. Ah bon? Ah oui. N'est pas Marie Curie qui veut? Oui, clairement. Et d'ailleurs, Marie Curie et son mari, Jean? Non, je me rappelle plus du nom du mari, on s'en fout. Bah, ils étaient très, très intelligents et ils ont inventé plein de trucs sur le nucléaire et cetera. Mais Pierre, et ils ont pas compris que ça pouvait être mauvais pour leur santé à ce moment-là, quoi. Ils sont morts de la des radiations. Tu te souviens jamais de son mari. Bah, tant mieux, en vrai. Pierre et Marie Curie.
Pour une fois que c'est une femme qui prédomine, dans les souvenirs des gens plutôt que le mec, moi ça me va. Évidemment, il a décroché le job et il est même resté 17 ans à Milan. Comme quoi, hein, oui, la lettre de motivation, ça peut servir, c'est pas qu'une légende urbaine. Mais là, Léonard, hein, c'est un peu une exception, et le courrier individuel est devenu courant bien plus tard, contrairement aux petites annonces d'emploi qui, elles, remontent carrément au XVIIe siècle. En 1631, Théophraste Renaudot fonde le tout premier véritable journal de France. Ouais, ils ont attendu que l'imprimerie se soit assez développée pour pouvoir imprimer, imprimer de manière régulièrement, au moins tous les mois, je pense. Premier journal de France, je pense que ça devait pas être, tous les jours que c'était imprimé. La Gazette. Mais à l'époque, Paris a un énorme problème. Il y a beaucoup de mendicité et de vagabondage. Alors très vite, Renaudot a l'idée de créer un bureau d'adresse, c'est-à-dire une espèce d'agence de recrutement spécialisée pour concentrer les offres et les demandes pour les plus démunis. Et même le roi Louis XIII suit le mouvement. En 1633, ordre est donné à tous les chômeurs de se faire enregistrer au bureau d'adresse. Et voilà comment a été inventé l'équivalent de France Travail. Là où Renaudot est malin, OK, la création de France Travail, enfin des Acédic, Pôle emploi, France Travail, ça a eu tellement de noms à travers le temps que, à un moment, il faudrait peut-être arrêter de renommer le truc et de dépenser des millions en renommage, peut-être. Rebrander les choses, ça les rend pas mieux, hein. c'est qu'il a l'idée de croiser ces deux inventions, à savoir le bureau et le journal. En 1633, il lance la feuille du bureau d'adresse et de rencontre, L'adresse qui nationale est pour l'emploi. le premier journal de petites annonces, non pour y publier des ventes de biens, de terres et de maisons, mais des offres d'emploi ou de services. On y vend même des offices, c'est-à-dire une charge de service public qu'on va acheter au roi. Et comme on peut revendre ces offices, ça revient littéralement à négocier son poste et le pognon qui va avec. Par exemple, dans le numéro 15 du 1er décembre 1633, on peut trouver deux offres pour devenir trésorier des régiments en Limousin ou conseiller au Parlement de Rouen. Alors peut-être que derrière ton écran, tu te dis que c'est fou. Mais en fait, aujourd'hui, faut bien acheter une licence de taxi pour être taxi. C'est un petit peu pareil, hein. Sauf que là, ça s'étend à beaucoup plus d'emplois. En tout cas, sur le papier, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, sur les licences, c'était sur quoi que j'avais vu qu'il y avait des licences que tu pouvais passer et acheter, ensuite tu le revendais leur utilisation? Heu, je sais plus, mais il me semble que dans l'administration, il y a des trucs comme ça qui se font, genre, tu passes des concours et une fois que tu as le concours, t'es pas obligé de travailler le truc, mais tu peux revendre l'utilisation du truc du concours et du coup, tu as des gens qui te payent juste pour utiliser le titre ou le machin, à ta place. J'avais vu des gens qui envisageaient de faire ça, pour essayer d'avoir une entrée d'argent, un peu plus simple que de juste travailler à McDo. Ça va, petit chat? T'as quand même besoin de beaucoup d'attention aujourd'hui, hein. Ces derniers temps, tu demandais moins, mais là, aujourd'hui, t'es beaucoup sur mes genoux, hein? Hop, continuons la vidéo. C'est une bonne idée, ce journal. Sauf que pour que les offres écrites fonctionnent, il faut des lecteurs. Et à cette époque, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais le 19e siècle change tout. D'abord, il y a la révolution industrielle, la mécanisation. Les besoins explosent et le marché de l'emploi recrute désormais à très grande échelle avec des bureaux de placement ou de recrutement qui sont l'équivalent de nos agences d'intérim. Tout le monde peut postuler, même les femmes et les enfants. Ces derniers se retrouvent aspirés dans un univers où les conditions de travail sont souvent abominables. Mais le 19e siècle, c'est aussi celui de l'alphabétisation. Avec l'enseignement qui devient obligatoire en 1870, les employeurs savent qu'ils peuvent s'adresser directement à des millions de jeunes qui savent lire. Plus besoin d'intermédiaires, ni de bureaux, on passe une agence au journal et le tour est joué. L'idée née sous Louis XIII porte enfin son fruit. Sur ce point, il faut le dire, on a été devancé par les Britanniques, parce qu'en 1870, ça fait déjà bien 50 ans que le Times publie des petites annonces en première page.
Postes de cocher, de valet, de femme de chambre, on n'a qu'à postuler à distance ou même se présenter directement chez la personne qui recrute, comme Mary Poppins. Du coup, chez nous, quand le Figaro s'y colle en 1874, il parle bien de publier des annonces anglaises, comme on dit. Antonin Périvier, le directeur du journal, est tout fier d'expliquer qu'il n'y a pas mieux que le Figaro pour retrouver un ami perdu, un héritier, un logement ou un emploi. Les entreprises Et du coup, tout le monde se met à publier ses annonces dans les trucs d'annonces. Bon, après, je me débarrasse des poils, parce que il me recouvre de poils dès qu'il vient faire ça. Genre que je le vide aussi, le truc. Hop. Ok, donc c'est comme ça que ça a commencé, les trucs d'annonces. Et aujourd'hui, maintenant, tu as les sites internet d'annonces, les LinkedIn, les Pôle emploi. Non, enfin, il y a des annonces sur Pôle emploi, mais c'est souvent des fausses annonces d'ailleurs, hein. J'aimerais bien savoir combien de personnes ont déjà trouvé un travail grâce aux annonces qu'il y a sur France Travail. Souvent, c'est des annonces postées. Enfin, c'est des fausses annonces. C'est des vraies annonces pour des vrais emplois, mais qui sont des fois déjà pourvus. Il y a tout un business de l'emploi via France Travail où en fait, genre les entreprises, elles touchent des aides pour poster les annonces dessus et du coup, elles postent n'importe quoi, elles recrutent jamais personne. Bref, prennent vite le pli et dépassent même le concept d'une annonce pour un poste. Elles basculent dans ce qu'on appelle les réclames, des pubs qui annoncent des embauches massives. Exactement comme quand vous voyez passer des bannières sur internet pour tel ou tel type de recrutement. Après, bon, ça reste le Figaro, et ces annonces font surtout le bonheur de la bonne société qui cherche des gens de maison, à savoir des gouvernantes, des cuisinières, des secrétaires, des chauffeurs, des valets de chambre, des précepteurs, des maîtres d'hôtel, etc., etc. Le XXe siècle va digérer tout ça et le processus de recrutement va se développer. On voit alors apparaître des services de ressources humaines, des cabinets de chasseurs de tête, des bureaux de stage, etc., etc. Et tout ça, vous le connaissez sans doute, vu que le CV, le vrai CV cette fois, celui qui est le nôtre, se standardise dans les années 1950. Dernière révolution en putain, ça date, date que des années 1950, ça fait 75 ans qu'on se fait chier avec des CV là. C'est quand qu'on arrête là? Surtout que, bon, j'utilise plus parce que, enfin, avec LinkedIn par exemple, enfin avec les plateformes de recrutement sur internet, tu crées une sorte de page de CV qui montre un peu ce que tu as déjà fait, pour qui tu as travaillé, et cetera. Sur les réseaux sociaux, les trucs comme ça de recrutement, enfin le recrutement 3.0 maintenant. Donc tu as déjà tout et même quand tu as ça, quand tu vas postuler, des fois ils te font, tu es déjà recruté, hein, tu as déjà passé des étapes de recrutement, tu es déjà dans le truc. Et ben, on te demande après coup: «Oui, il nous faudrait quand même un CV pour, les RH», ils aiment bien ranger les CV dans un dossier, il faut absolument leur filer un CV, casse les burnes. Perso, t'aimes pas ça, tu refuses d'avoir un LinkedIn. Bah, à un moment, dans les métiers que je faisais, enfin dans l'informatique, LinkedIn, c'était un peu obligatoire de l'avoir. Du coup, j'en ai un, mais j'y ai quasiment pas retouché depuis des années en vrai, mais ouais, c'est un peu chiant. Mais quand tu bosses dans l'informatique, tu un peu obligé d'avoir, et que tu cherches du taf, tu un peu obligé d'avoir une page, sur ces trucs-là. Internet qui a évidemment changé beaucoup de choses. Mais là, on bascule de l'histoire vers les sciences de la gestion. Aujourd'hui, le marché de l'emploi et du recrutement, il a bien changé par rapport à l'Antiquité. Et pour s'y retrouver, eh bien, on peut se tourner, par exemple, vers le partenaire de cet épisode, le Mercato de l'emploi. Les SS2I sont affreuses avec leurs satanés dossiers de recrutement. Les trucs faisaient 10 à 15 pages. Et il fallait décrire tous les projets pour lesquels tu avais travaillé. Une horreur. Vraiment, moi, je pourrais pas.
Je Et pourtant, j'ai travaillé, sur beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est nul. C'est vraiment nul, hein, et vraiment, si vous pouvez éviter les SS2I, n'y allez pas, n'y allez pas, c'est de l'intérim de l'informatique. Alors souvent, étant donné qu'on a quand même de la chance, surtout quand tu pas sur, quand tu fais pas du front, de site vitrine, tu pas n tu moyen quand même d'avoir des contrats, des vrais contrats. Les SS2I souvent font quand même des vrais contrats avec les personnes qu'elles recrutent, mais ça reste une forme, enfin ça reste très proche de l'intérim, quoi. Ils vont louer tes services à des entreprises, en se faisant une énorme marge. Des fois, c'est genre 3 fois ton salaire, la marge qu'ils se font, hein, alors t'es pas payé, tu loin d'être payé zéro, mais c'est quand même énorme, hein. Emploi. Le mercato de l'emploi, c'est une entreprise qui veut rendre Bon, on s'en bat les couilles du mercato de l'emploi. Ça fait 2 fois qu'il fait la pub du machin, blablabla, dynamiser, machin, les entrepreneurs, allez vous faire foutre, Voilà. OK. Bon, bah, franchement, ultra intéressant comme vidéo. Un jour, tu as découvert que ta prestation était facturée 1 000 € par jour. 1000. Et tu vendu combien de l'heure? Enfin, de la journée? 1 000 € par jour? Non, mais il y a des entreprises qui payent? Autant dire qu'on était très, très, très loin de ce que toi tu gagnais. Ouais, oui, je comprends. J'espère qu'ils vendent, qu'ils ont arnaqué l'entreprise et qu'ils vendent plus de un jour homme à 1 000 € par jour? On t'emploie pour ta plus-value, oui, mais à un moment, même si tu es employé pour ta plus-value et que, je comprends que, on va me sortir que les entreprises ne font pas la charité et qu'il faut bien qu'elles gagnent de l'argent et que mes couilles, à un moment, tu es très sympathique, ça compte. Ah bah, franchement 2 000. Je te paye 2 000 si tu es sympathique. Pense aux pauvres actionnaires. Haha, c'est ça. Oui, bah, on t'emploie pour remplir les poches des gens qui ont mis la mise de départ. Souvent, les actionnaires et les gens qui montent une boîte, ils mettent la mise de départ d'argent, voire même de travail, hein, mais en général, ceux qui mettent une mise de départ de travail, leur entreprise, elles sont pas, valorisées à des millions à la bourse, hein. Heu Et quand tu vois le pognon que se font les SS2I, en vendant les prestations, souvent quand c'est facturé ce prix-là, c'est vendu à des administrations pour au final, des résultats claqués au sol. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un site, de fac, un site internet de fac ou même, le truc, d'orientation là pour les terminales pour pouvoir postuler, en post-bac là, les trucs post-bac. C'est des SS2I qui l'ont fait, hein, donc c'est des employés de SS2I. Le truc, c'est que, comme dit Anonin, les 1 000 € par jour, c'est ce qui est facturé. C'est pas ce qui est dans la poche du développeur et le développeur, il fait ce qu'il peut avec le temps qu'on lui donne. Heu, le mieux, c'est quand tu vois que le contrat spécifie une équipe et que tu es la seule personne à bosser pour le client. Oui, donc ils ont vendu genre, «Ah mais il y a besoin, pour que ça prenne un mois, il y a besoin de, 5 personnes, à temps plein tous les jours», donc on vend, ce qu'on appelle les jours hommes dans le métier. On vend, 25 jours hommes par semaine et c'est comme ça qu'on arrive à du 1 000 balles par jour au client. 4 ETP, employé temps plein. OK. Et au final, c'est une personne seule, qui bosse dessus, qui se fait, presser par les sales parce qu'il y a des nouveaux trucs à faire en plus, des nouveaux trucs à ajouter par-dessus, et qu'il faut finir vite parce que tu comprends, faut passer au contrat d'après, hein, et donc, tu es censé
ils vendent, 1 mois de travail à 4 personnes, plein temps à une entreprise et derrière, tu as un seul employé qui doit finir boucler le truc en 2 semaines. À un moment, ça passe pas et c'est pour ça que je ne travaillerai jamais dans des SS2I, plutôt retourner à McDo. Quitte à subir la pression de la hiérarchie, autant que je fasse des burgers et que je coupe mon cerveau, hein,